Donc, depuis maintenant fin 2012, je fais un doctorat en sciences de l'environnement sur la question du rôle de l'État au regard de l'acceptabilité sociale. Et assez rapidement, dans ma recherche, j'ai été confronté au défi un petit peu de baliser, de s'approprier cette notion d'acceptabilité sociale. Et j'ai entamé un travail un petit peu de cartographie. Puis vous allez voir, j'ai utilisé beaucoup de cartes. C'est une autre passion, à part la recherche sur l'acceptabilité sociale, que j'ai pour essayer de voir, cartographier ce champ lexical, sémantique de l'acceptabilité sociale, voir comment il se déploie dans la littérature afférente. Je vais vous montrer quelques balises, puis certains postulats aussi que j'ai identifiés. Et donc, c'est ça, pour vous montrer justement ces balises qui pourraient nous permettre peut-être de mieux mobiliser cette notion, d'essayer de s'y retrouver un petit peu dans les différentes acceptions auxquelles on est confronté dans la littérature. Rapidement, comment j'ai fonctionné ce travail de balisage, c'était toute une recension d'écrits, une analyse à peu près 300 résumés détaillés, 50 synthèses récentes, articles de fond qui faisaient une discussion théorique un peu conceptuelle d'acceptabilité sociale, une analyse lexicographique dans les principaux dictionnaires de référence encyclopédie des termes clés, et aussi, ça fait à peu près 5 ans que je suis un observateur attentif, souvent participant de beaucoup d'événements, conférences, séminaires sur l'acceptabilité sociale. Donc, juste peut-être quelques éléments de balise avant de rentrer dans les postulats préalables que je voudrais partager avec vous. Au niveau de l'approche de la notion d'acceptabilité sociale, une première ligne de tension, je vous en proposais peut-être deux ce matin, c'est tout d'abord quel est l'acteur au centre lorsqu'on parle d'acceptabilité sociale. On voit vraiment qu'il y a tout un ensemble d'approches de la notion qui le font du point de vue du promoteur qui fait accepter son projet. Et de l'autre côté, on a la perspective où c'est centré sur la société, sur le public, sur la communauté qui accepte le projet. Évidemment, ça tente beaucoup l'approche subséquente qu'on a de la notion. Et ensuite, selon chacune de ces grandes approches, on peut décliner l'acceptabilité sociale selon différentes natures. Et évidemment, ça change beaucoup la vision qu'ont les différents acteurs du sujet. C'est une petite grille que je me suis construite qui m'a beaucoup aidé dans mes recherches, donc pour voir justement quel est l'acteur au centre. Et ensuite, est-ce qu'on parle d'un enjeu, d'une condition, d'un instrument? Et surtout, la ligne de tension principale se situe, est-ce que c'est un processus, un résultat ou une combinaison des deux? Et je vous dirais, dans la pratique, c'est assez intéressant de voir, par exemple, qu'aujourd'hui, dans la démarche du livre vert du gouvernement sur l'acceptabilité sociale, on se situe beaucoup dans un processus centré sur l'entreprise autour de bonnes pratiques d'affaires en matière de communication, d'information, ou quand on parle de résultats, on parle de projets qui avancent, alors que peut-être plus du côté de la mobilisation citoyenne, de la recherche académique, c'est une approche beaucoup plus centrée sur le public. Donc un processus où le public évalue, juge, éventuellement décide du projet et évidemment le résultat qui est la réponse du public à ce projet-là. Je vais vous amener quelques petites nuances après. Et on voit aussi un champ qui s'intéresse vraiment au croisement à l'interaction entre les deux acteurs, le promoteur et le public, donc tant les processus qu'on parle de co-construction, de négociation, et le résultat de cette interaction. Juste si on va un petit peu plus loin sur cette approche qui est quand même largement dominante dans la littérature sur la question notamment au Québec, des nuances importantes lorsqu'on parle de l'acceptabilité sociale comme processus. De quel type de processus on parle? Est-ce qu'on parle juste de l'évaluation, du jugement? Le jugement suppose qu'on manifeste publiquement, qu'on partage notre évaluation, ou de décision, évidemment, avec tout ce que ça peut impliquer, par exemple, aussi par rapport à la notion de droit de veto. Est-ce que c'est un processus où on fait la comparaison de plusieurs options? Est-ce que le statu quo est considéré? Quelle est la nature de l'évaluation ou du jugement qu'on fait? Est-ce que c'est cognitif, normatif, moral, éthique? À quelle échelle ce processus se passe? Individuel, collectif? C'est quoi l'échelle qu'on se donne du social? Et enfin, est-ce que c'est un processus ponctuel à un moment T ou quelque chose de dynamique? C'est vraiment les 5 nuances importantes qui se dégagent de l'analyse assez exhaustive que j'ai fait des définitions existantes. Et lorsqu'on parle de résultats, évidemment, quelque chose sur la nature. Qu'est-ce que ça veut dire accepter? Je vais vous montrer quelques petites nuances juste après. Quand on parle d'une population qui manifeste, comment ça se manifeste le fait d'accepter un projet? Du point de vue du chercheur, mais aussi des praticiens, peut-être porter une attention au fait, est-ce qu'on regarde les perceptions du public? Est-ce qu'on regarde les comportements, les attitudes, les discours? C'est 4 objets très différents. Et je vous ai mis la petite grille en haut, c'est que des fois, à la surface, vous pouvez peut-être voir certains comportements, sauf que peut-être qu'en dessous, les attitudes sont très différentes. Donc, toutes les attitudes n'affleurent pas toujours sous forme de comportement à la surface. Vous pouvez avoir des attitudes très défavorables sans des contestations ouvertes, forcément. Après, quand on parle de résultat, est-ce qu'on s'attend à un résultat favorable, non défavorable, ou peu importe le résultat? Certains vont dire que c'est un résultat, mais sans exiger un type de résultat. Et enfin, quel est le degré de réalisation?
quand on parle d'acceptabilité sociale comme résultat, qu'on soit un appui ou une absence de contestation, est-ce que c'est une obligation de résultat immédiat, de résultat futur, ou c'est juste une cible, un idéal? Enfin, ça, c'est des petites balises, mais ça vous permet de voir un petit peu toutes les nuances entre les définitions existantes. Et dans mon analyse lexicale de accepter, je suis aussi allé voir, accepter, ça veut dire beaucoup de choses. On a tendance à l'oublier. Ça peut être adhérer à quelque chose, consentir, donner son assentiment. Puis d'ailleurs, la différence entre assentiment et consentement, c'est que l'assentiment, on adhère au motif, au mobile, aux justifications du projet. C'est au-delà de l'assentiment. Ça peut être toléré, mais c'est aussi parfois se soumettre, subir. Donc, quelle vision, quel sens de accepter on va choisir en termes d'acceptabilité sociale, ou est-ce qu'on se limite à la non-contestation? Acceptation sociale, par contre, ça a deux sens. Absence de contestation, les gens acceptent de manière large, et aussi l'autre sens d'acceptation, c'est résignation et soumission. Donc, des termes aussi à allier avec prudence. Carte de la Lune, parce que des fois, l'acceptation, il ne se passe rien. Là. C'est un petit peu inerte, la notion d'acceptation. Voilà. Juste pour dire, on est peut-être capable, avec des balises sur des grandes lignes, d'organiser une certaine réflexion sur les définitions. Ce n'est pas une fatalité de ne pas s'en sortir. Deuxième angle que je vais passer assez rapidement, je vais y aller avec ça, c'est les 12 postulats. Dans mes recherches, je me suis rendu compte que souvent, les postulats de départ des chercheurs, mais aussi des praticiens de terrain, sont rarement explicités. Et j'en ai identifié 12 qui étaient assez récurrents dans les discours de certains acteurs, qui étaient très influents sur la manière dont on agissait de manière pratique au niveau des biais soulevés puis des confusions. Les gens faisaient des postulats, mais faisaient pas parfois, c'était des simples hypothèses, puis alors qu'on prenait ça pour des faits démontrés. Et le but, c'était de mettre à profit les recherches récentes pour éclairer, peut-être essayer de faire une sorte de déconstruction de ces postulats. Et j'en ai reconstruit certains qui sont tout à fait évidemment critiquable, mais je voulais aussi apporter une forme de proposition en termes de postulats pour pas juste faire de la critique. Dans les postulats sous-jacents, 4 premiers sur la finalité. Pourquoi on s'intéresse à la question de l'acceptabilité sociale? Très souvent, dans un grand pan de la littérature, on le fait parce que, et de manière parfois implicite, pour favoriser le bon développement des projets et pour contrer les oppositions. Ça, c'est évidemment un biais favorable qu'on a pro-développement chez évidemment beaucoup de promoteurs. Aussi, parfois, chez un certain nombre de chercheurs qui n'est pas toujours mis en contexte. Le problème, c'est que le postulat que ça fait, c'est que l'opposition est un comportement déviant à la légitimité contestable. Donc, c'est évidemment un élément problématique. Je proposais peut-être comme finalité, mais comment j'ai abordé moi personnellement la question de l'acceptabilité sociale pour comprendre les différentes réponses du public, tant la contestation ouverte que les silences et les appuis au projet. Parce que quand vous focalisez sur les oppositions, les silences, les appuis au projet, c'est laissé de côté dans l'analyse. Et le point important de dire que toute réponse du public, a priori, est potentiellement légitime, rationnelle, informée. Il me semble que c'est un point de départ plus enrichissant. Donc, ça va être un peu ça l'idée, de vous donner quelques points de départ. La deuxième notion, c'est par rapport à la conflictualité. Souvent, on va s'intéresser à l'acceptabilité sociale dans le but de réduire, d'éviter, voire d'étouffer le conflit, la controverse, et on part du postulat un petit peu que c'est quelque chose d'intrinsèquement mauvais, une sorte d'échec social. Le problème de ça, évidemment, c'est qu'on, déjà, on tend à laisser de côté le conflit puis tous ces aspects négatifs, tous les dégâts que ça peut causer, qui sont souvent très peu traités. Mais aussi, le conflit n'est pas forcément mauvais en soi. Il peut être porteur de messages clés, de signaux, de dynamisme social, de solutions novatrices. Donc, peut-être avoir un regard plus... changer le regard sur la conflictualité et la controverse est un élément important comme postulat de départ. Quelque chose que j'ai vu souvent, on parle d'acceptabilité sociale, on va, entre scientifiques, en discuter, là, on va dépasser les émotions, on va restaurer la rigueur dans le débat en sortant des idéologies. Juste, je voulais l'amener rapidement parce que, selon moi, puis c'est vrai beaucoup dans les problématiques d'acceptabilité sociale, les émotions, les idéologies constituent des aspects essentiels de l'action et de la décision individuelle et collective qu'il faut intégrer si on veut comprendre les réponses du public. Dernier postulat lié aux finalités, l'idée qu'on s'intéresse à l'acceptabilité sociale dans le but d'obtenir l'appui de la majorité et que cet appui de la majorité de la population ou du public va justifier le choix ou le développement d'un projet. Le point que j'amène là-dessus, c'est que l'appui de la majorité seul ne peut pas justifier le choix ou le développement d'un projet. Notamment parce qu'on a tendance, le biais majoritaire fait en sorte que si on recherche juste la majorité, on aura tendance à exclure les minorités qui ont parfois des revendications très légitimes. Est-ce que l'appui de 95% de la population va
rendre socialement acceptable la violation des droits fondamentaux de 5% de la population? Qu'est-ce qu'on fait des promesses qu'on a faites? Ces éléments-là. Donc, la finalité qui serait peut-être intéressante de mettre de l'avant, c'est vraiment prendre des décisions favorables à l'ensemble de la population. C'est-à-dire, l'unanimité n'est pas atteignable. Est-ce que ça ne devrait pas être une finalité de toute façon de l'action? Sinon, on rentre tout de suite dans des biais d'une approche majoritaire. Voilà. Bon, après, quelques regards, postulats qu'on fait au moment où on porte un regard critique sur la réponse du public. Donc voilà, comme on mettait dans le livre de géographie, tous les bons Français aiment tous la France. Postulat 5, le public, au départ, est a priori favorable au développement et à la technologie. Encore une fois, ça renforce l'idée que les opposants sont des déviants. Il s'agit plus d'une hypothèse que de fait démontrer. Le public n'est pas, a priori, favorable au développement technologique et économique. Plusieurs visions du monde coexistent, univers de pertinence, perspectives éthiques. Voilà, un petit peu de diversité, de fragmentation, comme il y en avait dans ces grands empires, fut un certain temps. Toujours sur la réponse du public, lorsqu'on considère souvent que la contestation ouverte, le fait qu'on s'oppose ouvertement, ou encore que le silence, c'est deux très bons indicateurs pour juger du niveau de désaccord ou d'appui à un projet. Puis implicitement, ça nourrit le mythe de cette fameuse majorité silencieuse favorable. La réalité, c'est qu'il serait un postulat peut-être plus juste, serait l'idée de dire que la contestation ouverte est un indicateur très partiel du niveau de désaccord par rapport à un projet. Vous pouvez sans être contre le projet, vous pouvez vous opposer pour le processus décisionnel, parce que ce projet va fragmenter, va diviser la communauté. Et de l'autre côté, le silence peut cacher une grande diversité d'attitudes. Qui ne dit mot ne consent pas forcément. Donc un silence d'un grand nombre, ça peut être le fait de l'efficacité d'un très petit groupe d'opposants. Ça peut être des contextes aussi où la contestation, l'opposition ouverte n'est pas forcément tolérée. Encore quelques postulats sur la réponse du public. Les dimensions visuelles, esthétiques, de proximité, les intérêts individuels dans une vision souvent un peu pas dans ma cour, sur des motivations égoïstes, individualistes, sont les principaux déterminants de l'opposition. Ça a changé, mais il y a encore certains domaines de la recherche où c'est une hypothèse de base, évidemment, un postulat qui biaise beaucoup toute l'approche subséquente. Bon, la recherche des dernières années montre qu'il y a une grande diversité de facteurs et que ces facteurs-là ne sont pas prépondérants. C'est pas parce que vous tombez tout le temps sur des lacs dans l'Ouest américain où vous ne voyez pas de l'autre côté que c'est forcément une grande mer. C'était ma petite image, mon parallèle géographique. Bon, parlons d'évangélisation. Les citoyens s'opposent car ils ne comprennent pas, sont ignorants et ou mal informés et veulent une information complète pour se positionner. Ça, c'est un autre postulat qu'on voit souvent comme point de départ quand on aborde la problématique de l'acceptabilité sociale. Alors, je proposais un contre-postulat un petit peu à l'idée que les citoyens, dont les opposants, sont a priori intelligents. Des fois, c'est un postulat important à faire quand on aborde la question. Souvent informés et capables de s'informer. Puis concernant la place qu'on donne à l'information, puis on voit ce biais-là encore dans les démarches sur le livre vert de l'acceptabilité sociale, oui, les citoyens se nourrissent d'informations pour prendre une position, mais ils se nourrissent aussi du sens commun, de l'expérience, du ressenti, d'un sentiment d'attente personnelle ou collective, et aussi de la confiance envers les autorités. Des fois, la confiance agit beaucoup comme substitut à l'information. Si vous avez confiance dans votre autorité publique, vous n'allez pas forcément exiger plus d'informations. Donc, faire attention à ce point de départ sur l'information. Et l'autre point qu'on met souvent, c'est que l'opposition à un projet, c'est un déficit de confiance du public envers les promoteurs. Un autre point de départ qu'on prend souvent. C'est vrai qu'il y a un déficit de confiance, mais c'est une vision, disons, tronquée, où la confiance devrait être envisagée de manière beaucoup plus trilatérale avec un public, un promoteur et les autorités publiques. Souvent, les autorités publiques sont exclues de la problématique de la confiance. Or, la confiance envers le gouvernement, les autorités externes, peut être un facteur extrêmement important. Et l'autre confiance qu'on oublie, c'est la confiance qu'on a envers le citoyen. Un peu le parallèle que je faisais avec le citoyen, qu'on considère son intelligence citoyenne un petit peu. Là. Donc, un peu une mentalité d'assiégé dans les fortifications là, de Paris, où on est dans une approche très défensive. Donc, pour conclure rapidement, 3 derniers points plus rapides. Quant à l'automatisme, puis ça, on voit ça beaucoup plutôt du côté des praticiens, l'idée que compenser les acteurs favorise un accueil positif d'un projet, peut justifier aussi le projet. Dans la pratique, compenser le son est arrivé, est parfois impossible
et peut, dans certaines conditions, nuire à l'accueil favorable. Compenser les gens peut créer une division, créer des gagnants, des perdants. C'est pas forcément, ça favorise pas toujours le projet et ça ne justifie pas un projet. Ça prend des justifications plus larges. Avant-dernier, plus d'informations et de familiarité avec le projet favorise des réponses positives du public. Encore une fois, la recherche récente montre qu'il s'agit plus d'une hypothèse que de faits démontrés. Souvent, parfois, plus d'informations peut accroître la controverse, ouvrir des nouvelles questions, nouveaux débats scientifiques. Et il n'y a pas du tout de corrélation qui a été démontrée par la recherche là-dessus. Le dernier, un petit peu la question de la participation publique est une bonne chose en soi. Ça favorise une réponse positive du public. Oui, je pense que c'est un élément important, mais peut-être faire attention. Parfois, la participation publique n'est pas une bonne chose, notamment lorsqu'elle est instrumentalisée. Je pense que c'est important de le rappeler. Qu'elle peut favoriser des réponses positives ou non. Une mauvaise participation mal gérée peut générer finalement des réponses très négatives vis-à-vis des projets. Et un des biais qu'on a récemment, beaucoup pratique, recherche, c'est qu'on se focalise tellement sur la participation qu'on oublie le contexte plus large de prise de décision dans lequel ça s'insère. Voilà, donc ça, c'est des éléments importants. On va faire le centenaire de la première participation des femmes à un vote à une élection provinciale au Manitoba en 1916. Mais disons que la participation réelle des femmes à tous les processus décisionnels est encore un long chemin. Donc des fois, la participation, c'est un aspect, mais il faudrait avoir peut-être une perspective plus élargie. Alors, juste en conclusion, oui, expliciter un petit peu, c'est possible en explicitant, je pense, autour de balises, puis c'est important de le faire. Quels sont les points communs, les différences que vous avez entre les différentes définitions? C'est important que les différents acteurs soient capables aussi de reconnaître la diversité des sens qu'on peut donner à l'acceptabilité sociale, puis chacun étant différemment fondé et légitimé. Puis ça va leur permettre peut-être de clarifier leur définition, peut-être de rejeter aussi, mais sur des bases peut-être plus, sur des bases de questionnement, peut-être un peu plus structurer certaines acceptions. Puis enfin, la question des postulats, on ne le fait pas toujours, même en tant que chercheur, dire « OK, c'est quoi peut-être les postulats que j'ai faits vraiment au départ de ma recherche ?» Et juste avec les exemples que j'ai donnés, et j'ai détaillé ça dans tout un cahier de recherche, puis un article qui s'en vient dans Vertigo, ça joue beaucoup sur la manière dont on aborde ensuite les questions et donc toute la manière dont on conçoit l'acceptabilité sociale, puis qu'on agit en conséquence. Voilà, c'était partagé en un quart d'heure, un an et beaucoup plus de réflexion là-dessus. Mais c'était en introduction, on va tout rediscuter tout ça là, au fil du colloque. Là. Mais merci beaucoup.